c'est maintenant l'heure, vous l'avez dit, dans toute liberté sur LCI, une heure de décryptage et de débat sans tabou et sans langue de bois. En somme, en toute liberté, on est ensemble jusqu'à 10h. Ça n'arrive qu'en France. Hier, nous avons tous été sidérés par ces images diffusées en boucle sur LCI. Ce monde charge devant la galerie Apollon du Louvre. Cette vitre du plus beau musée de l'univers, carrément brisée. Les vidéos ont fait le tour du monde. La presse étrangère en fait de la une. Aujourd'hui, 7 minutes montrent en main 4 malfrats et un bulletin totalement inestimable. De Jordan Bardella à Gérald Darmanin ce matin, toute la classe politique s'en émeut, c'est le casse du siècle. Alors quand c'est Arsène Lupin sous les traits d'Omar Sy qui joue au gentleman cambrioleur, ça nous amuse, c'est un triomphe sur Netflix. Mais quand c'est dans la vraie vie, ça nous touche et ça nous scandalise. Pourquoi ? Parce que le Louvre nous appartient à tous, parce que le Louvre c'est notre patrimoine, parce que le Louvre c'est la France, un peu comme Notre-Dame. Et hier, nous avons tous été cambriolés, les malfrats se sont introduits chez nous. Ils ont dérobé nos bijoux de la reine, comme dit l'expression. Il faut donc plus de sécurité dans nos musées, comme il en faut plus dans nos villes, dans nos villages, dans nos campagnes. 3 petits points de suspension. Allez, ça n'arrive qu'en France. C'est parti. Avec moi autour de la table pour évoquer ce Louvre fracturé, Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel, vous êtes éditorialiste à l'Opinion. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour Naïs. Christophe Barbier, bonjour Guillaume Audat. Vous êtes notre grand reporter préféré. Quand on parle du Louvre, on vous imagine en Tintin reporter. Et puis avec nous aussi bien sûr Youssef Souleymane. Vous avez écrit un livre très important qui s'appelle Les complices du mal, et on va en parler avec vous, Omar Youssef Souleymane, parce que c'est un livre qui révèle, qui relate les liaisons dangereuses entre une partie de la gauche radicale et l'islamisme. Et vous êtes un peu comme Candide qui est arrivé en France et vous retrouvez en France ce que vous avez tenté d'échapper dans votre propre pays, la Syrie. Donc on va en parler tout à l'heure, mais évidemment, on commence maintenant avec cette histoire de la Tour Eiffel et on accueille un petit direct, un direct devant la Tour Eiffel. Elisa Cléache, vous êtes là. La Tour Eiffel, non mais j'y suis. On n'a pas encore volé la Tour Eiffel. J'ai l'impression qu'on a volé la Tour Eiffel, c'est vous dire si c'est important. Elisa Cléache, vous êtes au Louvre. Le vol de ces 8 bijoux d'une valeur inestimable, dont le diadème de l'impératrice Eugénie. Racontez-nous ça minute par minute hier, s'il vous plaît. Oui, nous sommes à peine 24 heures après ce braquage assez spectaculaire. À l'heure actuelle, les malfaiteurs sont toujours en fuite avec les bijoux qu'ils ont dérobés. Nous sommes juste ici. C'est ici que ça s'est passé à 9h30 hier. Regardez sur les images de Borden Boudka, c'est à cette fenêtre que les malfaiteurs ont déposé le monte-charge avant de briser la vitre avec une disqueuse, de pénétrer à l'intérieur de la galerie d'Apollon. La galerie d'Apollon, c'est l'une des plus somptueuses du musée du Louvre, celle qui abrite les joyaux de la couronne française. Et il ne leur a fallu que 7 minutes pour voler 8 bijoux qui appartenaient à la collection de Napoléon et de l'impératrice avant de revenir dans cette rue où les 2 scooters les attendaient. Cette rue qui, pour autant, vous le voyez, est tout de même très fréquentée. Ce qui pose évidemment la question de la sécurisation du musée. Le Louvre qui ouvre de nouveau ses portes ce matin au public, même si certaines parties resteront inaccessibles. Merci beaucoup Elisa Cléache au musée du Louvre. Avec nous sur le plateau aussi Guillaume Fard. Bonjour Guillaume, vous êtes consultant police-justice TF1 LCI, tout le monde vous connaît évidemment. Beaucoup de questions Guillaume ce matin sur la sécurité du musée quand même. Oui, parce qu'il y a au moins 3 problèmes. Il y a un problème de détection, il y a un problème de protection et il y a un problème de réaction. Il y a sans doute trois niveaux de difficulté qu'il va falloir maintenant analyser du côté du musée, qui va devoir auditer ces procédures. D'abord la détection. Quand vous avez ce type de braquage, il y a nécessairement un repérage. Et quand il y a un repérage, il y a des personnes qui vont venir préalablement et qui vont avoir une attitude qui est pas exactement celle d'un visiteur ordinaire. Et c'est là où normalement le personnel est censé être formé. Ça doit appeler une mise en éveil et un signalement à la direction sûreté du musée en disant attendez, il y a des gens qui regardent pas exactement les bijoux, qui regardent d'autres choses, la configuration des lieux, les caméras, qui ont pas une attitude normale tout simplement. Ça, le secteur de la bijouterie, de la haute joaillerie est parfaitement formé à cela. Alors ça veut pas dire qu'il y a pas de braquage, mais en tout cas ça veut dire que quand quelqu'un vient et ne vient pas pour acheter, mais vient plutôt pour repérer, ils arrivent à le dire. Là, manifestement, ça n'a pas été dit. Ensuite, il y a un sujet de protection
de la salle elle-même, protection des fenêtres, protection périmétrique. Je rappelle, Guillaume, que le Louvre, c'est 73 000 mètres carrés, 35 000 pièces. Oui, mais dans la protection, c'est une série de cercles concentriques. Et donc, dans ce qu'il y a le plus à l'extérieur, il y a de la protection qu'on appelle périmétrique. Aux alentours du musée lui-même, il doit y avoir de la vidéoprotection. C'est-à-dire que normalement, vous avez de la télésurveillance et de la vidéoprotection avec des caméras. Parce que là, les gars sont arrivés avec un camion, une échelle et 2 gros scooters, c'est ça? C'est là où il y a un problème majeur. C'est-à-dire que, en principe, dans un lieu sensible, si quelqu'un vient avec un véhicule qui n'est pas approprié et se gare, ça doit immédiatement alerter. Des travaux un dimanche, vous m'accorderez que c'est pas la majorité des travaux qui ont lieu le dimanche. A fortiori avec... Cela dit, dans Paris, maintenant, vous savez plus. Avec un bras élévateur, un bras élévateur avec des gens qui ont des gilets jaunes mais des casques de moto. Bon, là aussi, un ouvrier sur un chantier, il a ni un casque de moto ni une cagoule en principe. Il travaille à visage découvert avec un casque ordinaire. Donc tout ça, ça prend du temps quand même d'amener l'engin, de faire relever le bras et de monter. Bon. Là, vous avez perdu du temps d'alerte, donc il y a un problème de protection. Et puis enfin, il y a la question de la réaction en elle-même, puisque une fois qu'ils ont cassé la fenêtre, il y a encore de très longues minutes avant que on ne vienne les mettre en fuite. Et en fait, c'est eux qui finissent par prendre la fuite. Donc il y a 3 niveaux de problème. Et donc le musée va devoir effectivement conduire un audit. Oui. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, ce matin a été assez clair sur France Inter. On l'écoute. Le fait que les vitres, par exemple, n'aient pas été sécurisées, c'est une question qu'on peut se poser. Qu'il y a moins de charges sur la voie publique, c'est une question qu'on peut se poser. Pour avoir été mise à l'intérieur, je sais qu'on ne peut pas faire non plus la sécurisation totale de tous les lieux. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons failli, puisqu'on est capable de mettre un monte charge en pleine rue de Paris, faire monter des gens en quelques minutes pour récupérer des bijoux inestimables et donner une image déplorable de la France. Une image déplorable de la France. Nous avons failli. Il a des mots forts, le ministre de la Justice. Il a des mots forts et on comprend parce que c'est effectivement le symbole d'une déliquescence supplémentaire, si j'ose dire, de ce qui va pas très très bien en France. Mais je voulais vous poser une question, Guillaume Fard. Vous avez fait un descriptif assez complet de ce que pouvaient être et de ce qu'ont été les défaillances, notamment l'accès par la voie publique à quand même l'aile Apollon du musée du Louvre. Je m'interroge vraiment sur le moment du braquage précisément, au moment où ces hommes arrivent avec des disqueuses et s'emparent de ces parures, de ces bijoux. Il y a visiblement des agents de sécurité qui sont peut-être un peu effrayés, qui les ont vus. Est-ce qu'on peut imaginer dans un monde sécuritaire presque absolu que ces gardiens de sécurité soient armés de tasers, par exemple, pour immobiliser des gens qui les menacent à l'intérieur d'un musée? En fait, d'abord, la loi leur permet d'être armés. La loi du 28 février 2017 permet aux agents de surveillance humaine d'être armés, y compris d'armes létales. Alors, c'est pas la majorité du genre. Il faut plutôt se tourner du côté de la centrale nucléaire de Romans-sur-Isère pour voir ça. Bon, à Disneyland Paris aussi. Mais c'est pas la majorité des établissements publics. Vous avez des gens armés. Maintenant, moi, je leur fais pas de mauvais procès à ces agents. Ils sont souvent mal payés, assez peu formés. Ils ont fait ce qu'ils ont dû faire, c'est-à-dire d'abord sécuriser le public. Ça, c'est quand même la priorité. Oui. Avant de se jeter sur les braqueurs, il faut évacuer les personnes. Donc là, jusque-là, moi, j'ai pas de commentaires à faire sur leur travail. J'ai plus des commentaires sur ce qui n'a pas été fait en amont et notamment en protection périmétrique. Parce que si on inverse un instant la situation, c'est pas des braqueurs, mais c'est des terroristes. C'est pas une disqueuse, mais c'est de la dynamite de chantier. On n'a plus de musée. Vous savez qu'en 1978, il y a une bombe qui a explosé dans la galerie des batailles du château de Versailles. Ça a été la fin du Front de libération de la Bretagne, d'ailleurs, peu de temps après. Mais le château de Versailles a mené son examen de conscience. Il a fallu des années pour reconstruire la galerie des batailles. Depuis, on rentre plus comme ça dans le château de Versailles. Pourquoi en 2025, dans le musée qui est quand même le musée le plus visité au monde, ou en tout cas le plus visité à Paris, voilà. De visiteurs par an. Pourquoi on peut s'approcher si près dans ces conditions-là? C'est là où il y a un problème majeur. C'est pas tellement la réaction des agents qui ont fait ce qu'ils ont pu dans les conditions qu'ils ont eu à affronter. C'est en fait qu'en protection périmétrique, il y a un problème de dissuasion parce qu'on a pu s'approcher et il y a un problème de détection parce qu'on a pu monter. Et là, il faudra quand même que le musée procède à son examen de conscience, si ce n'est plus. Rétrospectivement, on peut quand même un peu avoir peur parce que toute la détection périmétrique, c'était un des gros enjeux des Jeux Olympiques. On était supposé, il y avait moins de visiteurs dans le musée pendant les JO, mais beaucoup plus autour. Oui. Et visiblement, on n'a pas tiré de leçons, ou alors on avait des gros trous dans la raquette. Avec une nuance, c'est que pendant les Jeux Olympiques de Paris, il y avait un dispositif de sécurité autour de la scène et autour du musée qui était tellement dense que en fait, ça n'aurait pas pu se produire dans ces conditions-là, parce que le nombre de policiers au mètre carré était tel que celui qui était venu avec un engin, déjà vous pouviez pas rouler. C'est vrai. Et
Et ensuite, vous ne pouvez pas mener de travaux, vous ne pouvez même pas déménager dans certaines rues de Paris pendant les Jeux Olympiques. Et si vous le faisiez, c'était à titre dérogatoire avec beaucoup de signalements et d'autorisations préalables. Donc c'était pas exactement la même configuration. Non, au contraire, moi ce que je crois, c'est que précisément parce qu'on est un grand pays de sécurité et qu'on l'a démontré pendant les Jeux Olympiques, ce genre d'événements comme hier est assez préjudiciable à notre image, parce que en fait c'est pas les forces de sécurité intérieure qui sont en cause, c'est la sécurité du musée, et elle est en grande partie privée d'ailleurs, mais l'image qui est renvoyée, oui, elle est absolument déplorable. Si on arme les gardiens, les braqueurs viendront armés aussi et ils tireront les premiers. C'est vraiment la surenchère que l'on souhaite. Non, clairement pas. Enfin, moi, je suis pas spécialement favorable à la généralisation de l'armement pour les agents de sécurité. Je crois surtout que les Anglo-Saxons ont la règle des 3D, c'est deter, detect, delay, c'est-à-dire dissuader, détecter, ralentir. Et en fait, sur ces 3 points-là, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon sur la dissuasion. Il y a rien de dissuasif. C'est-à-dire, on peut s'approcher au plus près. On n'a pas été bon sur la détection. On les a pas vus venir. Et ensuite, le 3e point qui est quand même important, c'est le ralentissement. C'est-à-dire que il faut retarder au maximum les gens avec toute une série d'entraves, des brouilleurs, de la fumée. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Et en fait, on n'a rien mis en place de la sorte. Et il y a absolument rien de fataliste en la matière. Le secteur de la haute joaillerie en France, on est quand même un pays qui a les plus grands groupes de luxe, à l'exception d'un qui est suisse, mais sinon tous les autres sont français, les plus grands groupes mondiaux de luxe. On a énormément de boutiques dans Paris. Alors certes, il y a des événements, il peut y avoir des braquages, il y en a eu à la voiture Bélier récemment, mais c'est un secteur qui s'est beaucoup organisé, professionnalisé et qui a formé ses personnels. Et je suis pas certain qu'au musée du Louvre, sans faire de procès d'intention à quiconque, on ait vraiment formé les personnels comme on le forme dans le secteur de la joaillerie. Il y a eu beaucoup on a enlevé des équivalents temps plein, je crois que c'est plus d'une centaine de personnes pour la sécurité du Louvre, alors que le président avait pris, il y a presque un an, un peu moins, des engagements. On l'écoute. Cette nouvelle renaissance du Louvre permettra également d'améliorer les infrastructures du palais. Et vous l'avez évoqué dans votre propos, c'est un point important à la fois pour les conditions de visite et les conditions de travail des agents. Rien ne sera oublié, sécurité et sûreté des collections. Rien ne sera oublié, Christophe, sécurité et sûreté des collections. Pouf, paf. Oui. Ça, c'était pour un plan qui doit durer 10 ans, 4 ans. Je comprends pas pourquoi vous voulez armer personne, Christophe. Au bout d'un moment, il y a des attaques en France. Mais vous aurez le Far West si vous armez tout le monde. Parce qu'il faudra armer demain les vigiles à l'entrée des fast-foods, et puis on va finir par s'armer nous-mêmes à l'américaine. Mais non, Christophe. Je ne crois pas qu'un gardien qui aurait une arme avec des exercices de tir 1 ou 2 fois par an aurait dissuadé ces braqueurs de passer à l'acte. Ils auraient fait un repérage, ils auraient vu des gardiens armés, ils seraient venus armés. Il y en aurait eu un 3e dans la nacelle avec une Kalachnikov, il aurait tiré peut-être en l'air, peut-être sur la foule. Donc je ne suis pas sûr que ça soit une solution. Pardonnez-moi, mais ce ne sont que des bijoux. Voilà. C'est énorme, c'est un patrimoine, c'est inestimable. Mais s'il y avait eu 3 touristes morts, dont 2 enfants... C'est plus que des bijoux, Christophe, c'est un symbole national. Oui, mais 3 touristes morts, dont 2 enfants, moi, c'est pas le prix à payer pour la couronne ou la broche de la reine Hortense. Voilà. Maintenant, en effet, on peut les empêcher d'entrer avec des vitres plus solides, avec, par exemple, un système qui empêche de se garer le long du Louvre. Il suffit de mettre des piquants, et comme ça, on peut pas se garer. Et puis, bien entendu, retarder. C'est d'ailleurs peut-être le seul succès hier. C'est que les agents qui les ont gênés dans leur fuite ont permis de récupérer beaucoup de matériel. Des gants, des gilets, le véhicule lui-même. Peut-être que si on les arrête vite, ça sera grâce à cette dernière. Voilà. D'Eugénie aussi. Et puis la couronne d'Eugénie de Montijo qui est tombée dans ce fait pour abonder dans le sens de Christophe, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est ce qu'ont fait les agences bancaires. On l'a oublié, mais les années 1970 et 1980, ce sont des braquages de banques à Paris tous les jours, avec des fusillades et avec des morts. Et comment on a résolu le problème? Pas en armant les guichetiers. En créant des sas sécurisés, en réduisant les capacités d'accès aux billets, en réduisant les volumes d'argent liquide. Enfin, c'est par toute une série de mesures techniques. On braque plus les banques. Aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Donc là, en fait, c'est par des mesures techniques. Si vous visitez les bijoux de la couronne britannique, moi, je vais souvent à Londres. J'aime beaucoup aller parfois voir les bijoux de la couronne britannique. Vous voyez que c'est pas du tout le même cheminement. Et d'ailleurs, les gardes. Oui, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous pouvez pas rester en station prolongée devant parce que vous êtes sur un tapis roulant. Donc de toute façon, bon courage si vous voulez rester plus de quelques secondes à admirer les joyaux de la couronne. Donc, il faut être imaginatif sur le plan technique, mais c'est pas par l'armement qu'on alors, de toute façon, on les revendra jamais, ces bijoux. Ils vont les découper, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou alors c'est une commande? C'est probable que ce soit une commande parce que quand vous réalisez un braquage comme cela qui nécessite quand même une sérieuse préparation, vous avez anticipé l'après avant. C'est-à-dire que c'est pas au moment où vous avez les bijoux que vous dites bon, maintenant je les refile à qui? Très souvent, c'est que vous avez réfléchi. D'autre part, vous prenez des risques considérables d'être retrouvés. Vous laissez beaucoup de traces
tracé indice. Il y a des caméras, il y a de la police technique et scientifique, il y a de la téléphonie. Maintenant, il y a toute la BRB qui sont à leur trousse. Et si j'ai une certitude qui ne s'est jamais démentie, et je la partage avec le garde des Sceaux qui l'a exprimé ce matin, c'est qu'ils seront retrouvés. On retrouve toujours tout le monde. D'ailleurs, je disais hier que on n'avait pas encore retrouvé ceux qui avaient braqué le Muséum d'histoire naturelle le 16 septembre dernier. Vous savez, il y a des pépites d'or qui ont été... Et l'information TF1 LCI hier de notre service police-justice, c'est qu'il y a une femme qui a été interpellée dans le cadre de cette affaire. Donc on retrouve toujours... Donc c'est des gens qui prennent des gros risques. S'ils sont prêts à le faire, c'est qu'ils savent très bien à qui est-ce qu'ils vont le donner et pour quel montant. Sinon, vous vous lancez pas là-dedans. On n'a pas retrouvé l'épée de Charles X, volée en 76, ce même musée. Mais vous savez que le plus grand braquage de joyaux de la couronne français, il a duré 5 jours, avec 30 voleurs, enfermés dans le garde-meuble de la couronne. C'était entre le 11 et le 16 septembre 1792, pendant la Révolution. Et on n'a pratiquement rien retrouvé, si on en a retrouvé quelques-uns, et notamment le fameux diamant bleu, il est réapparu en Angleterre. 20 ans après, quand il y avait prescription, retaillé. Emmanuel, vous aviez une petite... Oui, moi je me dis qu'il va falloir quand même remettre un peu la sécurité au niveau dans le Louvre, que ça va coûter extrêmement cher. Donc il faut toujours s'intéresser au circuit de l'argent. Le Louvre, c'est un budget, c'est 325 millions d'euros par an. Avec ce budget-là, on n'a clairement pas les moyens de faire extrêmement mieux, d'autant que tout part en capilotade dans le Louvre. Il y avait eu, il n'y a pas très longtemps, une note d'alerte sur le fait que ça fuit dans tous les coins. Et il va quand même falloir s'intéresser aux recettes du Louvre, et notamment à la billetterie. Parce qu'il y avait eu un plan il y a quelques mois qui expliquait qu'il allait probablement falloir augmenter le prix des billets, et notamment le prix des billets extra-communautaires, c'est-à-dire des gens qui ne payent pas déjà le Louvre par leurs impôts. Oui. Mais ça avait fait un peu... Mais oui, mais la CGT du Louvre avait expliqué que c'était pas très juste, etc. Je pense que malheureusement, il va falloir s'attendre à quelque chose dans ce goût-là. Merci beaucoup. Merci Guillaume Fard d'être passé sur le plateau dans toute liberté. Juste un petit point. On a dit que ça avait un retentissement mondial. Vous, Omar Youssef Souleymane, on va parler de toute autre chose dans un instant. Mais vous êtes français, vous êtes récemment français, je dirais, et vous êtes syrien aussi. Syrien, vous êtes né en Syrie. Le Louvre, pour vous, c'est quoi ? Écoutez, hier, j'ai tellement pensé à l'incendie de Notre-Dame. Parce que c'est ça la France. Depuis ma naissance en Syrie, je suis né en 1987 et du coup on a grandi dans l'idée que la France c'est le Louvre. Vous voyez, donc hier ils n'ont pas attaqué juste la France telle qu'elle est, mais ils ont attaqué la France universaliste. En suivant hier la presse arabe, par exemple, ils étaient même choqués. Vous voyez, les gens. C'est vrai. Les commentaires. Oui. Le Louvre est braqué quand même. Et juste, moi je pense qu'il faut aussi vraiment progresser la technologie, parce que c'est un peu bizarre quand même en France en 2025. On arrive à voler des bijoux. C'est pas le prix quand même. C'est vraiment symbolique de musée du Louvre. Moi, je suis d'accord avec vous que il faut pas qu'il soit armé, mais il faut vraiment tellement progresser la technologie, etc. Un mot, parce que vous nous offrez le regard d'un Syrien. Je sais que l'hypothèse. C'est français quand même, mais par carnet étrangère. Oui, mais ça nous touche particulièrement parce que vous voyez, d'un côté. Au niveau international, d'un côté, c'est notre mémoire collective ici en France. Mais juste d'un point, je voulais signaler que c'est pas forcément l'hypothèse la plus privilégiée, mais la piste de l'ingérence étrangère, elle est quand même sur la table. Hein. Oui. Le fait que même le commanditaire puisse être à l'étranger, que ce soit une commande passée de l'étranger, ça peut être même un mélange des deux, c'est-à-dire quelqu'un qui passe une commande depuis l'étranger avec la complaisance de son état d'appartenance, dans le but de déstabiliser la France. Toutes les hypothèses sont effectivement envisagées à cette heure. Oui. Merci beaucoup Guillaume Fard. À très bientôt sur le plateau dans toute liberté. À la 1-2. Allez hop, c'est parti. C'est un livre coup de poing que vous avez écrit, Omar Youssef Souleymane. Vous savez de quoi vous parlez en plus. Vous êtes franco-syrien, vous avez fui la dictature et l'islamisme. Et ce que vous décrivez aujourd'hui, c'est une alliance que vous jugez toxique, celle d'une partie de la gauche française avec les islamistes au nom d'une cause devenue drapeau, la Palestine notamment. Vous commencez d'ailleurs par une agression antisémite dans le métro et à ce moment-là, vous vous dites « Je ne suis pas juif, mais aujourd'hui je le suis ». Qu'est-ce que cette phrase signifie pour vous ? Écoutez, je viens d'un monde où malheureusement le mot juif signifie une insulte. Au Moyen-Orient, souvent, quand on souhaite se défendre, on dit « Je ne suis pas si juif pour me traiter si mal ».
On dit, par exemple, quand j'ai grandi dans notre propre famille, quand quelqu'un souhaitait accuser une autre personne en le traitant comme un radin, comme un violeur, etc., on me dit, tu es juif. Donc je viens de ce monde et je tombe en France. La France de Paul Éluard, la France de Jean Jaurès, la France de la vraie gauche. Vous dites qu'aucune partie de la gauche, moi je pense pas que la France insoumise représente la gauche comme je le savais, dans laquelle j'ai grandi. Ouais. Oui. Par exemple, la révolution syrienne qui a commencé en 2011, c'était basé sur les principes de la gauche, c'est-à-dire la citoyenneté, l'égalité, la démocratie, etc. Pour moi, c'est ça la gauche, voyez, l'universalisme. Et c'est ça aussi la France. Donc, je pense que la France insoumise instrumentalise les islamistes pour des raisons clientélistes. C'est un sujet qu'on connaît déjà. Il y a pas mal de papiers, des articles, des enquêtes depuis des années. Mais la raison principale pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est où j'ai rassemblé beaucoup d'éléments exclusifs en m'infiltrant dans leurs manifestations pendant un an. Et voilà. Parce que vous pouvez, y arriver. En fait, vous vous masquez, vous mettez du fond de teint, vous dites, pour pas être reconnu dans les manifestations. Vous prenez les drapeaux de Palestine et vous avez infiltré littéralement ce mouvement. Guillaume, Emmanuel, Christophe. Moi, je trouve que d'un mot, je trouve que pour vraiment lire votre livre, les complices du mal, il faut avoir aussi feuilleté votre roman précédent. Je trouve qu'il est un miroir de ce que vous avez écrit, de ce que vous avez écrit, pardonnez-moi, dans votre essai, donc les complices du mal, et ce miroir, l'arabe qui sourit. Et vous avez ces mots qui sont très très forts. Ma patrie, c'est l'exil. Et la question que je voudrais vous poser, à travers l'infiltration que vous menez au sein de manifestations, par exemple pro-palestiniennes, où vous entendez des choses très très concrètes qui vous alertent. Est-ce que vous vous dites que la France, c'est la patrie d'un exil qui est effrayant aujourd'hui en 2025 ? Oui, malheureusement, c'est pas que la France. D'ailleurs, quand je parle de l'exil, qu'on soit condamné à l'exil, ça c'est en France et partout. Mais particulièrement en France, qu'il est vraiment difficile à vivre. Alors, je suis citoyen depuis 3 ans, depuis 2022. Et c'est la malcompréhension. On est mal compris ici en France. Et on est soit considéré par l'extrême droite, qui nous disent rentre chez toi, tu n'es pas français, ils nous basent, ils nous renvoient à notre race, soit même par l'extrême gauche, et ça c'est la gauche radicale, ou tout ce que vous voulez, la France insoumise. Par exemple, dans ces manifestations, en me déguisant, avec mon accent, avec ma couleur de peau, etc., j'étais leur chouchou, ils m'adoraient. D'ailleurs, ça c'est très intéressant de dire comment on est infiltré dans une manifestation. C'est-à-dire, on n'est pas juste en train parce que c'est ouvert pour tout le monde, on n'est pas en train de répéter des slogans, etc. Non, on parle avec les dirigeants, ceux qui organisent ces manifestations. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez à ce moment-là, concrètement ? Qu'est-ce que vous entendez dans les propos qui vous alertent ? En français et en arabe, des insultes contre les juifs très clairement en arabe, des slogans qui encouragent Hezbollah, une organisation considérée terroriste en Europe, pour aller encore plus loin, pour détruire Israël. Le garde du corps de Rima Hassan, qui est aussi un militant très actif dans une association qui s'appelle Urgence Palestine, islamiste et antisémite, sans aucune réserve. Des projets en commun entre, par exemple, Salah Amouri, qui a essayé de tuer le rabbin d'Israël, et Thomas Porte. Récemment, ils sont allés ensemble au Liban, entre Salah Amouri, la même personne, et Mathilde Panot, qui l'a accueilli. Oui, là, vous citez vraiment tous les ponts de LFI. D'ailleurs, je rebondis juste sur ce point, parce que ça m'intéresse beaucoup. Jeudi dernier, j'étais auditionné à l'Assemblée nationale. Ouais. J'ai témoigné pendant 1 an et 20 minutes. J'aurais beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup aimé, d'avoir au moins un député de la France insoumise pour faire un débat. Parce que ces gens-là, ils ont déjà essayé de censurer mon livre. Ils nous ont envoyé une lettre de mise en demeure en France en 2025 pour bloquer ce livre. Puis ils ont fait une action judiciaire parce qu'ils l'ont justifié comme quoi que ce livre c'est basé sur des diffamations et ils voulaient se préparer pour porter plainte. Le livre est sorti depuis maintenant presque 2 semaines. Aucune plainte n'a été déposée par eux. Aucun député de la France insoumise souhaite faire un débat avec moi. Ils se limitent, et leurs militants, sur les insultes, sur les menaces. Moi, je trouve que c'est horrible quand même. Bah oui, et vous avez cette phrase très forte, en France, le mal n'a plus besoin d'ennemis, il a des avocats. Et des avocats. Et ces avocats sont la France insoumise. C'est la France insoumise, oui. Vous avez cette citation aussi, LFI a troqué la célèbre casquette de Che Guevara pour le turban de Khomeini et la barbe de Marx pour celle de Ben Laden. Ce rapprochement a donné naissance à des nouvelles sectes idéologiques. Ce n'est pas nouveau. Vous appelez la gauche halal. La gauche halal, ce n'est pas nouveau. Ça date depuis, vous le savez, depuis 1979 avec la révolution, même avant, avec la révolution iranienne, car Khomeini était aussi
le gâté d'une partie de la gauche française, y compris Michel Foucault. Mais à l'époque, c'était basé, elle a réussi à manipuler l'Occident sur le discours suivant. Je suis le rebelle, anti-impérialiste, etc. Et ils l'ont cru. Les premiers assassinés en Iran, à la suite de retour de Khomeini, une fois que sa révolution a gagné, c'était la gauche iranienne. Aujourd'hui, la différence entre cette époque-là et aujourd'hui, c'est que la France insoumise, c'est pas seulement qu'ils soutiennent les islamistes, mais ils travaillent avec. Moi, je trouve que c'est ça le plus grave. Emmanuel. Moi, j'ai une question. Vous avez été interviewé par la commission d'enquête parlementaire la semaine passée, vous venez de l'évoquer, et cette commission d'enquête, elle ne s'intéresse pas uniquement à la France insoumise, elle s'intéresse aux liens des politiques et des élus en général avec les islamistes. Mais pour vous, le problème, c'est essentiellement la France insoumise qui collabore avec les islamistes. C'est bien ça, on a bien compris ce que vous dites. C'est l'enquête que j'ai faite. Je dirais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres politiciens ou d'autres personnes qui ne collaborent ou collaborent pas. Par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les éléments les plus graves et le sujet que je connais. Par exemple, regardez quel parti politique, depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, a organisé des manifestations en collaboration avec Urgence Palestine ou Perspectives musulmanes, deux associations extrêmement graves en France, à part de la France insoumise. Pourquoi, par exemple, je cite Rima Hassan. Moi, je pense que Rima Hassan n'a rien à voir d'une exilée. Rima Hassan n'a rien à voir contre le Hamas. Rima Hassan ne représente pas la France. Au contraire, elle adopte un discours extrémiste, même islamiste, même djihadiste, complètement opposant aux valeurs de la République. Rima Hassan qui va au Liban, où elle intègre un verset djihadiste dans un projet artistique, dans la langue arabe, ce qui m'a permis de découvrir d'ailleurs tous les éléments. C'est leur déclaration dans les chaînes islamiques au Moyen-Orient, soit Rima Hassan, soit les autres. Et moi, je pense que c'est vraiment la France insoumise, c'est le cœur du mal de cette complicité toxique entre les politiciens et les islamistes. Je vous en prie. Vous décrivez la démarche de la France insoumise vers les islamistes de diverses obédiences. Ils en espèrent des victoires politiques, l'islamo-gauchisme, etc. Est-ce que vous avez vu des traces de l'autre sens, c'est-à-dire des organisations islamistes, je pense notamment aux frères musulmans, qui viendraient à la rencontre de la France insoumise pour fournir des militants, fournir des candidats, fournir des financements, etc. Absolument. Je vous donne un exemple très simple. Mohamed Awad, un ancien condamné d'apologie terroriste, était candidat de la part de la France insoumise pour les élections législatives. Deuxième exemple, Elias El Ajri, qui est aujourd'hui le conseiller de Louis Bouillard, député de la France insoumise. Oui. Il a déjà écrit un papier dans Mediapart où il a condamné la fermeture de Baraka City, une association terroriste fermée par le ministère de l'Intérieur, sans parler des soutiens. La France insoumise est devenue, encore une fois, le chouchou des chaînes les plus radicaux du monde. AG+, d'ailleurs, moi je pense très Al Jazeera. AG+, voilà, Al Jazeera, la branche d'Al Jazeera, adressée aux jeunes Français, où ils ont des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils soient fermés en France. AG+, font l'apologie du Hamas très clairement, vous voyez. Ils soutiennent les islamistes dans le monde entier très clairement, et ils soutiennent tous les députés de la France insoumise, tout en abordant la France comme un pays arriéré, un pays islamophobe, un pays qu'il faut vraiment, vraiment détruire. AG+, ou d'autres chaînes, Al-Mayadeen, Al-Alam, une chaîne iranienne dans la langue arabe. Al-Mayadeen, d'ailleurs, est soutenu par le régime de Mollah en Iran. Donc, ils sont soutenus par des chaînes islamiques, en arabe et en français, et soutenus par des islamistes sur notre territoire qui se présentent comme candidats dans leur parti. Mais Christophe, c'est ça qui est dingue dans ce que décrit Omar Youssef Souleiman. On a l'impression que la République est désarmée, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas. On est incapable. Enfin, on ferme certaines associations. On fait des choses, on expulse, mais on a une guerre de retard. Par exemple, l'apologie du terrorisme que vous citiez. Regardez le nombre de plaintes qu'il y a eu ou de dénonciations pour apologie du terrorisme. Il n'y a pas grand-chose qui aboutit. Non. Je crois que Rima Hassan a un rendez-vous judiciaire bientôt, mais c'est extrêmement compliqué parce que les propos sont toujours ambigus. Quand vous parlez des dragons célestes pour évoquer la communauté, quand vous dites l'action du Hamas est légitime, est-ce que c'est l'apologie du terrorisme? Vous allez dire ah mais non, je suis contre les meurtres, je suis contre les viols. Quand j'ai dit que c'était légitime, c'est parce qu'il y a une et puis Hamas résistance. En plus, voilà. en France, et la justice arrive toujours. La justice est gênée aux entournures et au nom de la liberté d'expression, au nom du bénéfice du doute, au nom de l'ambiguïté aussi de ses propos, il n'arrive pas à attraper. C'est la stratégie de l'anguille que pratique LFI et ses représentants quand ils sont attrapés par la justice. Parce que LFI adopte un discours, il joue, disons, la résistance, où il adopte la résistance, où il adopte le droit international. Regardez combien de fois Rima Hassan et les autres citent ce mot, le droit international. Et en même temps, il collabore avec des islamistes
qui bafouaient le droit international. C'est ça leur manipulation. Ouais. On sent que vous portez en fait votre essai Les complices du mal, mais comme un combat personnel. Mais qu'est-ce qui vous pousse, encore une fois, personnellement, donc du fond du cœur, des tripes, à porter ce combat et à sonner l'alarme comme vous le faites? Pourquoi est-ce que vous le faites aussi bruyamment? En 2011, après avoir participé dans cette révolution syrienne, laïque, pacifique, démocrate, comme des milliers de jeunes contre le régime de Bachar el-Assad, pour vivre comme des citoyens, comme tout le monde. Ceux qui ont détruit cette révolution sont les islamistes, sont les frères musulmans, rémunérés par le Qatar et par la Turquie. Les islamistes, ils ont déjà détruit mon pays d'origine, la Syrie. Les islamistes, ils ont été infiltrés dans la société syrienne dans les années 80, après avoir perdu le combat armé contre le régime de Bachar el-Assad, où ils ont manipulé les jeunes, y compris ma mère, par exemple, qui a mis le voile à l'époque. Avant, la plupart des femmes en Syrie n'étaient pas voilées. Oui. Et là, arrivons en France, le pays de Voltaire pour moi, vous voyez, et que je vois ça sur notre territoire, que je peux dicter. Moi, j'ai appris le Coran depuis quand j'étais petit. J'ai vécu 3 ans en Arabie Saoudite. J'ai fait le grand pèlerinage et 2 petits pèlerinages à l'Umrah et à Al-Hajj. Vous venez d'une famille très conservatrice, hein, vous-même. Très conservatrice, vous voyez. Et c'est horrible pour moi. Ça fait, là, bientôt j'aurai 14 ans que je suis en France et je vois à quel point ça grandit. Et vous voyez, le plus grave pour nous, quand je vous dis de nous, je parle de Français d'origine du Moyen-Orient. Le plus grave, en parlant de sujet, on est accusé d'être récupéré par l'extrême droite, accusé d'être islamophobe, accusé d'être raciste. Pourtant, l'islam, c'est une religion, ce n'est pas une race. Donc, brièvement, je ne veux pas que les islamistes qui ont déjà détruit mon pays d'origine font la même chose dans la France, ce pays magnifique qui m'a adopté et que j'ai adopté. Et je lâche jamais ce combat, jusqu'au dernier souffle de ma vie. Et vous êtes très courageux parce que vous assistez à un procès un jour et il y a des islamistes dans la salle Les Pas Perdus et vous dites est-ce que je sors pas, vous avez un peu peur quand même et puis vous dites je décide de ne pas me laisser envahir par la crainte. La seule manière de résister aux islamistes, c'est de rester face à face avec eux, de les affronter et de ne jamais leur donner l'impression qu'on a peur. C'est ce que disait, ce face-à-face, ça m'a fait penser à ce que disait Gérard Collomb, Christophe, vous vous souvenez? Oui, c'est deux France qui étaient côte à côte et qui sont désormais face-à-face. Exactement. Alors, il avait une inquiétude, lui, plus large, sociologique sur cette France, mais il va de soi que la France insoumise, par son travail de propagande électorale, est au cœur de cette motivation. Quand Jean-Luc Mélenchon, il l'a encore fait dans un meeting jeudi soir, fait l'éloge de la France nouvelle, de la nouvelle France, c'est exactement pour s'adresser à cette partie de l'électorat, notamment jeune, où un discours de complaisance avec les revendications de l'islam politique va porter. C'est pas forcément aller faire le djihad, non, c'est l'abaya, si vous le voulez, on le fera. Bien entendu, vous pourrez porter un burkini. Nous allons lutter contre l'islamophobie, il la voit partout. C'est ça qui permet à Jean-Luc Mélenchon d'aller travailler un nouvel électorat. C'est un terme qui n'a aucun sens, l'islamophobie, Christophe. C'est un terme qui est justement très pratique, parce que dès que quelqu'un critique l'islam politique, un régime à l'étranger ou un imam en France, vous dites islamophobie, qui serait une sorte d'équivalent de l'antisémitisme. Donc il faut démonter à chaque fois cet usage de l'islamophobie, du mot islamophobie. Il y a en France des atteintes contre les musulmans, les biens et les personnes, intolérables, inqualifiables. Il n'y a pas d'islamophobie, ni d'État, ni de structure intellectuelle. Mais ce calcul de Jean-Luc Mélenchon, attention, il marche. Il marche très bien. Le score des européennes, 2019-2024, plus 1 million de voix pour LFI. L'effet Rima Hassan, placé en 7e ou 8e position, pour obliger les gens à voter pour elle si on voulait la faire élire. Yannick Jadot avait fait un très bon score. Raphaël Glucksmann n'a fait que vampiriser cet électorat. Il y a eu des vases communicants dans la gauche social-démocrate. Il y a eu un électorat émergent dans la gauche radicale LFI. C'était cette nouvelle France que Jean-Luc Mélenchon avait célébré au soir du deuxième tour des législatives. Ce que Omar Youssef Souleymane décrit et ce qu'il rapporte, son enquête très fouillée, entre en résonance avec un rapport parlementaire de juin dernier qui avait parlé de l'entrisme islamiste dans plusieurs sphères de la société française et qui avait déclenché la tenue d'un conseil de défense. C'est quand même un problème qui devient très grave, un problème posé à la République. Bien sûr, alors ce n'est pas nouveau. Il y a eu de l'entrisme par les milieux communistes pendant des décennies. Il y a de l'entrisme américain depuis très longtemps dans des tas de oui, mais enfin là, le programme est plus... Là, le programme est plus radical puisque c'est un programme de destruction de tout ce qui fait notre société. Absolument. C'est-à-dire la République et ses institutions, mais aussi ce qu'on appelle communément le vivre ensemble. Et oui, il faut pas oublier juste quelques secondes, s'il vous plaît, que cette enquête, parce qu'on est souvent, quand on est accusé d'être islamophobe, etc.,
rien n'est pire pour les musulmans en France comme les islamistes. La montée contre les attaques contre les musulmans, quand Abou Bakr, ce pauvre garçon qui était tué dans la mosquée par un Serbe, la France insoumise a lancé un nouveau terme qui s'appelle l'islamophobie de l'État. Je trouve que ça, c'est extrêmement dangereux. L'islamophobie est devenue comme un tabou. Qu'à chaque fois, quand on critique les frères musulmans, on est attaqué. Et on est accusé d'être des racistes, extrême droite, etc. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment, pour protéger les musulmans, premièrement, il faut jamais adresser la parole aux musulmans en tant que musulmans. Ils sont que citoyens. Ils vivent sur ce territoire comme tout le monde. C'est la stigmatisation pratiquée par la France insoumise. Deuxièmement, il faut attaquer d'une manière vraiment forte et stricte les frères musulmans en France. Il y avait dans le journal Marianne le portrait d'un homme qui est en soutien de Jean-Luc Mélenchon, mais dont Marianne suggère qu'il prendrait en fait le contrôle une fois que le vieux Trimin aurait dégagé. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, le LFI est finalement les idiots utiles des islamistes. C'est par cette porte-là qu'ils rentrent en politique en France. Je pense que c'est vraiment réciproque. C'est-à-dire, d'un côté, les islamistes, ils utilisent le LFI comme un cheval de Troie pour arriver à l'Assemblée nationale. Regardez par exemple Ammar Lasfar. Ammar Lasfar, l'ancien dirigeant de MF, Musulmans de France. C'est la plus grande association pour les musulmans en France. Il a déclaré en arabe, d'ailleurs ça c'est marrant, quand il parle en arabe, c'est pas comme quand il parle en français. Il a déclaré en arabe, là je cite, ce que je citais d'ailleurs dans le livre, on va arriver à l'Assemblée nationale par des élections, par la politique ou par un coup d'État. Depuis la loi de Macron contre le séparatisme, il répète sans cesse, lui et les autres imams, comme lui, des frères musulmans en France, qu'on est complètement engagé pour la loi de 1905. Parce que là, ils sont encadrés. Mais on sait très bien qu'ils pratiquent le taqiyya. Le taqiyya, c'est la dissimulation. Ce que d'ailleurs Elias Zemzalen a pratiqué pendant le procès qui a eu lieu en 2024, où ils étaient agressés au tribunal. Donc je pense tout simplement, c'est vraiment réciproque. Et finalement, ça va finir très très mal si cela continue. Pourquoi ? Parce que ça va être presque le même scénario de l'Iran. Il y aura aussi un affrontement entre les deux. Les filles, ils ne peuvent pas vivre avec les islamistes une fois au pouvoir. Là, il y a un outil. Il y a cet outil qui s'appelle Gaza ou la Palestine. Ils ont un sujet qui leur collabore et aussi l'ambition d'arriver au pouvoir. Regardez le nombre des musulmans qui ont voté pour la France insoumise ces dernières années. Il y a une enquête. C'est vraiment très très grave. Et donc, ils votent pas. D'ailleurs, il y a des nombreux qui ne votent pas pour la France, mais ils votent pour Gaza. Mais finalement, ça va vraiment finir par créer un chaos majeur en France. C'est ce que vous dites, oui. Un mot de conclusion, Emmanuel. Mais vous parliez tout à l'heure de Voltaire et vous de Candide, effectivement. Comment est-ce que vous expliquez que vous pouvez mettre sur la table tous ces faits ? Cette somme, elle est quand même assez accablante et on a l'impression que ici on découvre ou qu'on est gêné aux entournures, qu'on est un peu des grenouilles dans une eau qui chauffe et on se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. Pourquoi est-ce que tout ça ne prend pas sens dans la réaction politique ou dans la réaction citoyenne face à cette Je pense qu'il faut poser cette question à un homme politique. Nous, notre travail, c'est de faire des enquêtes, donner des preuves, et alors c'est à un homme politique de réagir. Mais je pense qu'il y a un sort de naïveté là-dedans. Naïveté. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup, Omar Youssef Souleymane, d'être passé sur le plateau dans toute liberté. C'est maintenant l'heure du carton rouge. Alors, est-ce que les apprentis sont la poule aux œufs d'or de l'Ocornu ? On l'a évoqué un peu vendredi dernier, les amis, sur ce plateau, mais APL gelé, apprentis rabotés dans le budget 2026. C'est la jeunesse qui paye encore la note, Emmanuel ? Oui, c'est la jeunesse qui travaille, c'est la jeunesse qui investit sur son avenir. Les apprentis pourraient avoir maintenant leurs indemnités d'apprentissage versées par les entreprises qui seraient assujetties à la CSG, à la CRDS. Jusqu'à maintenant, ils étaient exemptés sur toute une partie de leur salaire. C'est quand même des jeunes gens qui ne gagnent pas très très bien leur vie, mais qui sont là parce qu'ils ont envie d'apprendre pour plus tard. S'en prendre à cette catégorie de la population, pour moi, c'est vraiment terrifiant. On fait des choix, on refuse de s'intéresser au problème des retraites, et ce sont ces jeunes-là qui payent en premier lieu. Moi, je trouve ça vraiment terrifiant. Alors Christophe, vous abondez dans le sens d'Emmanuel ? Mais bien sûr, et quelle incohérence ! Pendant des décennies, on nous a dit « Ah, mais l'Allemagne, elle arrive à convaincre les jeunes d'aller vers le travail manuel. Nous, les apprentis, on n'y arrive pas. » Macron a raté beaucoup de choses, mais il avait au moins réussi à amorcer quelque chose du côté de l'apprentissage. On a commencé par tailler un petit peu dans les budgets, fallait peut-être ajuster. Et là, on décourage. Vous pouvez y aller, mais vous allez perdre de l'argent.
C'est absolument anormal. C'est la même chose qui fait que pendant des années, on a dit aux automobilistes, achetez du diesel, puis on a taxé le diesel. Après, on leur a dit, passez au bioéthanol. Et maintenant, le gouvernement voudrait taxer ou enlever l'avantage fiscal sur le bioéthanol, ça passera sans doute pas. Vous voyez, l'incohérence des politiques publiques. Guillaume, vous avez sorti la calculatrice comme d'habitude. Évidemment, parce qu'en fait, tout ce dont on parle, en réalité, ça a une traduction extrêmement concrète pour le niveau de vie des apprentis. Lorsqu'on commence sa carrière et qu'on est apprenti chaperonné par exemple, un charcutier qui vous apprend le métier, mais dans un tas de domaines, parce que l'apprentissage, ça recoupe beaucoup de situations différentes. Le management, les ressources humaines, énormément de choses. Vous commencez à quoi ? À 1 800 € brut par mois. C'est en gros le SMIC. 1 400 € net, c'est peu d'argent quand on est jeune et qu'on débute sa vie. Et avec ce projet de budget qui est effectivement pour le moment sur la table, ce projet de loi de finances 2026, ça pourrait avoir des implications jusqu'à 150 € net de salaire en moins pour un apprenti. Vous imaginez ce que ça représente entre 101 et 180 €, on le voit. Ça, ce sont des sources, c'est l'ANAF qui dit ça, c'est l'Association nationale des apprentis français qui l'évalue. Vous imaginez ce que ça représente quand on perd 200 € de pouvoir d'achat? Ah, c'est dingue. Et qu'on commence sa carrière, ça vous donne pas très très envie en fait d'être chaperonné par un petit patron. C'est un signal qui est à mon avis extrêmement négatif à l'endroit de la jeunesse qui veut entrer sur le marché du travail. Mais à l'inverse, pour les employeurs qui recherchent de la main d'œuvre dans tous les sens, dans des secteurs qui sont en tension. Si vous n'avez plus de main d'œuvre, vous ne créez plus de valeur ajoutée, et là encore, vous créez moins de recettes. Tout ça cumulé, quand on est dans une situation où on cherche à moyen et long terme à reconstruire quelque chose de l'ordre d'une France qui avance, qui produit de la valeur ajoutée, très honnêtement, le signal à moyen et à long terme, c'est une erreur économique. J'ai lisé, et c'est là que je termine, une interview de Serge Papin dans la Tribune du dimanche. Nouveau ministre. Le nouveau ministre des PME, de l'industrie, qui nous disait, il va falloir resonger à revivifier les centres-villes. Mais les centres-villes, on les vivifie avec quoi ? Exactement, des petits commerces, par exemple, dans lesquels, encore une fois, un petit patron emploie un apprenti, le forme et éventuellement, à un moment donné, lui transmet en héritage un savoir-faire et peut-être même un capital économique. Donc quand on a ce genre de discours, par exemple dans la Tribune du dimanche, et qu'à côté de ça, on rabote l'apprentissage, je trouve que là, il y a une grosse Emmanuel. Oui, il faut dire qu'on hypothèque doublement l'avenir, celui de ces jeunes apprentis, celui des centres-villes, vous venez de le dire, de notre économie en général, mais le destin des apprentis, il est vraiment intéressant parce que ce sont des gens qui entrent dans le monde du travail en n'ayant pas ce handicap qui est celui du manque d'expérience qu'on reproche souvent aux jeunes qui rentrent dans le monde du travail. Eux, ils ont déjà un pied dans l'entreprise et leur destin, il est généralement très très bon. Ce sont des gens qui sont beaucoup moins touchés par le chômage que les autres catégories de jeunes et c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. Enfin, c'est absurde, ça n'a aucun sens. 7 jeunes sur 10 qui entrent dans une entreprise par le biais de l'apprentissage trouvent un emploi stable dans les 6 mois. 7 jeunes sur 10. 60% des entreprises qui ont recours à ce dispositif de l'apprentissage pérennisent les emplois d'apprentis. Donc, effectivement, sur le long terme, c'est extrêmement porteur et c'est véritablement dommage de commencer à vouloir raboter là où, encore une fois, il y a du profit. Je rappelle un de nos autres grands problèmes dans l'équilibre général des retraites, c'est le faible taux d'emploi en France tout au long de la vie, très tôt et très tard. Alors, on n'entre pas forcément apprenti à 14 ans, ça peut être un peu plus tard, mais ça permet de lisser ce problème du taux d'emploi qui est très faible en France au regard de ce qu'il est chez nos voisins européens. Bon, les amis, on n'a pas les fesses sorties des ronces, comme disait ma grand-mère. Non, mais on pose sur la table un sujet qui c'est très important. On va bien voir ce que les apprentis. Un apprenti, ça coûte un peu en exonération fiscale. Ça rapporte pendant 40 ans, dans l'industrie vive les apprentis. Allez, c'est de l'investissement. Qu'est-ce qu'ils vont faire les jeunes s'ils ne sont pas apprentis? Peut-être c'est le retour du service militaire. Ça, c'est la phrase qui fait du bruit. Elle est signée Père Chil et c'était sur LCI. À tout de suite dans Toute Liberté. De retour sur le plateau dans Toute Liberté avec Emmanuel Ducrot, avec Christophe Barbier, avec Guillaume Audat. Alors sur LCI ce week-end, le général Pierre Chil, chef d'état-major de l'armée de terre, était chez l'excellente Margot Haddad. Écoutez. Vous n'excluez pas un jour le retour au service militaire. Un retour, ce serait un peu ubuesque vu la situation actuelle, mais vous ne l'excluez pas. Non, moi je ne l'exclus pas. Je pense que, je vous disais, nous sommes à un moment de bascule absolument majeur et que donc un certain nombre d'éléments qui avaient été constitutifs de l'organisation de nos armées au cours des dernières années sont à revoir. 1997, suspension du service national. On avait une armée professionnelle.
d'être suffisamment fort pour empêcher que le pire survienne. Moi, je suis sûr que les jeunes Français sont prêts à faire ça, c'est-à-dire à peser sur leur destin. La preuve, c'est que 15 000 jeunes Français nous rejoignent chaque année. Nous sommes une armée jeune. Alors, il y a une augmentation, mais on écoute... Emmanuel Macron, on lit, à la presse régionale, avait dit très clairement le retour du service national obligatoire sous sa forme historique ne paraît pas une option réaliste. Alors, si je donne un peu d'éléments d'histoire, Christophe, à vous qui aimez ça... Et qui a fait mon service militaire. Exactement. Vous êtes le seul sur ce plateau, d'ailleurs, sans doute. Ça a été institué en 1798. On réquisitionnait les jeunes hommes pour les besoins de la cause nationale. Rebaptisé service national en 1959, il s'ouvre progressivement à des formes civiles. Et depuis 1997, la seule obligation, 1997, la seule obligation, c'est d'être recensé et de participer à une journée d'appel ma fille l'a fait, j'aime mieux vous dire que c'est... Appel préparatoire à la défense. Oui, franchement... C'est pas le CNU. Le CNU, c'est autre chose. Le CNU, c'est ce qu'a tenté le service national universel, non militaire pour une grande partie. C'est ce qu'a tenté de mettre en place le président Macron. Il a échoué. Ça s'est épuisé et ça vivote encore, mais ça ne verra pas le jour. Christophe, eu égard au contexte international, c'est une bonne idée, ce service national qui reviendrait? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit adapté aux formes de péril qui nous menacent. D'abord, le service militaire, sous sa forme historique, comme dit Macron, il a disparu à la demande des militaires. Ils n'arrivaient plus à gérer à la fois leur mission, qui était de plus en plus professionnelle et de plus en plus lointaine, et puis l'encadrement d'une génération de jeunes garçons, parce qu'il n'y avait pas les filles, dont une bonne partie, les plus favorisées, y échappaient par des voies et des moyens divers, et qui ne servaient plus à grand-chose. Les besoins de l'armée n'étaient plus d'avoir une infanterie de masse mal formée, mais d'avoir au contraire moins de militaires, mais de très haute qualité, ce qu'on a réussi à bâtir, parce qu'on a quand même une très bonne armée, même si on a des problèmes de budget. Non. Ce qu'il faut, c'est remettre l'esprit de défense dans la tête des citoyens. Et se dire qu'un jour, peut-être... Et oui, c'est très compliqué. C'est ce sursaut citoyen qu'il faut provoquer. Ça peut donner quoi? Ça peut donner des gens qui s'engagent dans l'armée. Ça peut donner des gens qui vont dans la réserve. Ça peut donner des gens qui développent des compétences professionnelles qui peuvent servir l'armée à un moment donné. Des informaticiens, des pilotes de drones. Vous voyez, c'est évident. Et puis surtout, ça doit donner une génération de citoyens qui, même après 40, 50 ans, se disent, en cas de conflit, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Et ça s'appelle la défense civile. Regardez le service militaire dans le service militaire obligatoire, c'est Finlande, Estonie, Grèce, Chypre. Vous avez vu ça en France, donc on n'y est pas du tout. En Finlande, c'est devenu vraiment un deuxième, comment on pourrait dire, ciment national. C'est le ciment national, vous avez raison. Vous voyez quand même qu'à l'est de la Finlande, vous avez vu la frontière avec la Russie. Donc voilà. On est quand même dans un monde qui est de plus en plus incertain, un monde lourd de menaces. Suivez mon regard, donc du coup, quand on est la Finlande, c'est directement vers Moscou que ça se passe, mais pour la France aussi, et pour l'Union européenne, et pour les pays européens au sein de l'OTAN, le chef d'état-major sur notre antenne, face à Margot Haddad, il dit oui, ce monde incertain, il nécessite une remilitarisation. Et le fait que la question soit posée, le fait qu'on commence à regarder du côté de l'Allemagne, notre voisin qui également réfléchit en fait au service national, ça dit quelque chose quand même, encore une fois, de l'état d'impréparation peut-être de notre armée de métier, qui est extrêmement efficace lorsqu'elle est dans des opérations de projection, comme on l'a fait notamment en Afrique, avec l'opération Serval, etc., mais qui, à un moment donné, face à une menace sur le territoire européen, doit aussi pouvoir se constituer en masse humaine. Après, pourquoi est-ce que le président Macron, il dit que c'est pas forcément l'option la plus réaliste? Because le budget, et encore une fois, la calculatrice, because, pardonnez-moi l'anglicisme, à cause du budget. La loi de programmation militaire, elle prévoit d'ici à 2030 un budget d'à peu près 70 milliards d'euros pour la défense. Mais si vous voulez inclure un service national qui coûterait pour 600 000 hommes et femmes par génération, il faudrait prévoir l'équivalent de 14 milliards de plus par an. Donc il faudrait un poids de forme de 101 à 110 milliards d'euros de budget de défense par an, voire 130 si on voulait en plus arriver aux 5% du PIB que nous commande d'ailleurs instamment notre partenaire américain. Moi je pense que, et c'est souvent le mantra de Christophe, c'est de l'investissement aussi, de réfléchir à cette idée de service national. C'est de l'investissement, j'ai envie de dire, de l'ordre du patrimoine immatériel. C'est de l'investissement en cohésion,
c'est de l'investissement en ciment, la rencontre d'une génération avec ce qui fait, encore une fois... Ça sera forcément mixte. Notre idée il faut caser 800 000 jeunes dans des casernes pendant combien de temps? Pour les former, c'était 10 mois à mon époque, ça avait été 1 an avant, c'était même 36 mois pendant des périodes de mobilisation comme la guerre d'Algérie. Vous pouvez pas faire en moins de 6 mois. 6 mois, 800 000 personnes. C'est-à-dire 400 000 personnes si vous voulez couvrir l'année. C'est parce que ça coûtait cher d'ailleurs. Où sont les locaux? Chirac avait arrêté. Où sont les profs? Où sont les matériels? Où sont les vêtements? Ça n'est pas possible. En revanche, oui, investissons dans une génération pour que le jour où sa montée au combat soit plus efficace. Comment le faire pratiquement? Il faut pouvoir tenir un fusil d'assaut à un moment donné. Oui, mais ça, c'est quelques milliers de jeunes. Il y a énormément le fusil d'assaut, c'est pour quelques milliers de jeunes. Il y a énormément de choses qu'on fasse peut le faire truc sur l'espoir. Pour mettre un pays en ordre de bataille éventuelle, dans la réflexion sur les infrastructures logistiques, sur les infrastructures critiques, sur l'apprentissage de ce qu'est la sécurité numérique, parce que les guerres aujourd'hui sont hybrides et que notre population n'est pas formée pour ce genre de choses. Et ça, c'est pas seulement la jeunesse, c'est absolument tout le monde. Ouais. Moi, j'ai animé un colloque sur justement la cohésion nationale en mars dernier pour les armées. Je vais vous dire, on n'y est pas encore tout à fait sur cet esprit un peu, je sais pas comment on appelle ça, patriote. La cohésion. Un esprit de corps national. Ouais. Patriotisme. Une génération avec son histoire, avec ses valeurs, c'est hyper important. C'est un investissement, mais ça coûte beaucoup d'argent. Il y a de l'espoir. C'est la prochaine rubrique. Alors quand le tabac s'essouffle, les amis, c'est la France qui respire mieux. Et si pour une fois, on avait une bonne nouvelle, 4 millions de fumeurs quotidiens en moins de 10 ans, 17% de fumeurs aujourd'hui contre 25% en 2021. La France fume moins. Emmanuel, et pour vous qui n'avez jamais fumé, c'est quand même d'abord totalement incompréhensible de fumer et ensuite une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors pour une bonne raison, c'est que la plupart des cancers découlent du tabac et de l'alcool en France. On le sait, ce sont les principales causes de tabac. Et pourquoi ça a marché? Parce qu'on a frappé au porte-monnaie. Et c'est la seule façon... Justement, écoutez quelques Français rencontrés par LCI. Parce que j'ai un petit garçon de 4 ans et demi que j'ai envie de voir grandir, pour des raisons financières aussi et de santé. Beaucoup de gens qui arrêtent, puis ça commence à devenir très très cher. À la fois pour des raisons financières et surtout pour des raisons de souffle. La situation économique fait que chaque plaisir est mesuré. Chaque année en fait on se dit voilà on va baisser le tabac et puis se mettre au sport. Pour ma santé de toute façon je restreins de plus en plus. Christophe, pour une fois, il y a une vraie réussite des pouvoirs publics, c'est-à-dire sur le prix, sur les campagnes qui ont été... Si vous voulez, il y a une politique cohérente qui s'est étendue sur des années. Cohérente et longitudinale, avec Xavier Bertrand qui avait fermé les terrasses de restaurants et les intérieurs de restaurants à la cigarette. Et longitudinale. Exactement, oui, ça prend très longtemps. Nous arrivons au bout. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut un pacte national pour qu'on dise aux Français, allez, en 5 ans, on se débarrasse tous du tabac. Les fumeurs seront soulagés parce qu'ils redécouvriront la vie. Les buralistes doivent être accompagnés parce que c'est un vrai défi. Et l'État, qui va perdre des recettes, devra les trouver ailleurs. Très bien. 5 ans. On a déjà réussi ça. On a réussi ça avec la sécurité routière et Chirac. On a un peu réussi ça avec le plan anti-cancer. On a connu des progrès formidables. On peut réussir ça avec des tas de maladies qu'on a alors là, vous avez l'hologramme de Pompidou qui dit avec sa clope au bec, faut arrêter d'emmerder les Français, Christophe. Eh oui, mais Pompidou est mort il y a plus de 50 ans. Et peut-être que le tabagisme a été une des raisons peut-être de sa maladie du sang. Il faut le dire, mais il ne faut pas l'imposer. Il y a une part de coercition, mais il y a surtout une part d'enthousiasme partagé. 5 ans pour se débarrasser de ce poison. On n'a pas toujours fumé dans notre pays. Le tabac, l'herbe à Nico, elle n'est pas arrivée comme ça en l'an 0. Elle est arrivée après des siècles et des siècles. On a commencé par chiquer, par priser, puis on a fumé. Pourquoi nous ne sortirions pas d'une période que nous n'avons pas toujours connue? 5 ans, on peut le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors il y a des substituts. Tous les gens ont leur vapoteuse là. Une addiction. La première ministre Elisabeth Borne qui à l'Assemblée de l'Assemblée avec son truc. Voilà. Là. Une addiction, c'est pas glorieux. Non. Mais si elle ne tue pas votre voisin, on n'en sait rien. On n'a aucun recul sur ce que vous arrive dans la gorge. Si c'était aussi dangereux que le tabac, on le saurait déjà. Et puis on sait ce que ça coûte. Vous savez combien on dépense à calculette en soins. Évidemment qui sont remboursés, c'est normal, 26 milliards d'euros par an, ce qui est énorme, parce que 15 000 décès, la plupart sont liés au cancer, effectivement, qu'il faut traiter, qu'il faut accompagner. C'est beaucoup de pistes d'économie envisageables si on s'arrête à un moment donné, tous ensemble et collectivement, de fumer. Dans 10 jours, c'est le mois sans tabac, c'est novembre. Ça, c'est bien aussi, le mois sans tabac. Oui,
Allez, moi sans tabac. 1 euro investi, 14 rapportés, ça fera plaisir à... Allez, je vous le fais. Il m'en reste un peu, je vous le mets quand même. Allez, on se retrouve demain à 9h, les amis.